Tantôt, on va continuer les lois de Bilal Kelim, l'immersion des ustensiles. Donc, on a vu la dernière fois le Mécor, la source de l'obligation de tremper des ustensiles, c'est l'obligation, d'accord, de la Torah qui écrit la Torah. On a dit que c'était El-Hazar, le fils de Aaron, qui a enseigné cette halakha parce que Moshe s'était mis en colère. Il s'était. Il était à partir du moment où une personne colle à Koès, à Filou, Chacham, Chochmato, Mistaleket et non. À partir du moment où une personne se met en colère, alors, même si c'est un grand sage, elle perd toute sa sagesse. Ensuite, on a vu qu'il y avait un ordre dans l'immersion des ustensiles. Les khatri, il faut d'abord il l'ustensile, c'est-à-dire le cachériser par l'eau bouillante, et seulement ensuite le tremper au migré. C'était quand les derniers cours Dimanche. Ouais. C'est pas, après c'est Machima. Donc là, c'est pour ça que je fais très rapidement avec mon Khazara. Ensuite, donc, il faut d'abord cachériser l'ustensile et seulement après, tu devras le tremper. D'accord. Donc d'abord, Al-Gala et ensuite, Gvila. Si on a. Comment? Chapeau? Non, quand on utilise un ustensile usagé. Vous êtes en camp de vacances. D'accord. Ah oui, pardon, ça veut dire qu'il a déjà vécu. C'est quoi? Un ustensile qui a déjà vécu. Voilà, qui a déjà été utilisé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? S'il a déjà été utilisé, on est obligé d'abord de cachériser. C'est pas courant, parce qu'on n'achète plus des ustensiles de l'usager. Mais par contre, ça peut arriver quand vous êtes en vacances, dans un chalet, on a parlé de ça la dernière fois, dans un chalet, vous avez oublié de prendre vos marmites, d'accord? Alors dans ce cas-là, vous viendrez Ensuite, dans l'Oda, donc on a dit les khatrila, tu dois d'abord le cachériser, seulement après le tremper. Mais si tu l'as trempé avant, Bédiara, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est arrivé, le but de l'immersion. Quel est le but, quel est l'objectif, pour quelle raison les Chachamim ont-ils instauré? C'est la Torah qui l'a écrit, mais pourquoi on a besoin de tremper? Quelqu'un m'a demandé une bonne question, est-ce que c'est un chok? On a compris que dans un chok, on ne pose pas de question, c'est comme ça. Il n'y a pas de c'est pourquoi c'est comme ça. Là, on a dit que non, la Torah a dit de la même manière que pour qui doit se tremper au mikvé? Un homme. À quel moment il doit aller au mikvé? Quand il va se convertir. Donc au moment où il va se tremper au mikvé, on va lui retirer la touma du goy. On va lui conférer la gdusha du Ham Israël, de même pour les ustensiles qui a été utilisé par un goy ou qui a été fabriqué par un goy. Alors à ce moment-là, le fait de l'utiliser, ça va. Tu n'as plus le droit de l'utiliser en tant que juif tant que tu ne vas pas retirer la touma du goy. C'est pour la raison pour laquelle, donc, de la même manière qu'un converti, il faut le tremper avant qu'il devienne juif, et bien la même chose pour un ustensile, avant qu'il rentre dans le domaine d'un juif, il devra d'abord le tremper. Enfin, c'est arrêté à ça. On a dit qu'il y a écrit dans le Passouk, quand la chariot ba'esh, tout ce qui passera par le feu, la Gemara elle débute dans Avodah Zarah. Quel ustensile passe par le feu? Seulement un ustensile réservé à la consommation. À ce moment où l'ustensile est réservé à la consommation, à l'assemblage doit être trempé. Mais on avait parlé donc des fameux ciseaux de Ikea, bien du couteau suisse. Quelle va être la halakha du couteau suisse? C'est ce qu'on fait avec un couteau suisse. Vous avez acheté un couteau suisse pour aller en Tioul parce que vous aimez les clés. Vous l'avez acheté donc, pour partir en Tioul, pour couper des lianes, pour faire des tresses, pour couper du bois. Enfin, et là, vous êtes maintenant en plein Tioul, en pleine excursion, et vous voulez manger votre boîte de conserve au thon, d'accord, avec le. Bah, je peux pas s'il n'est pas trempé. Alors on a dit comme ça. On l'a, lors de l'acquisition, on l'a acheté dans un but autre que la nourriture, c'est-à-dire que je le fais pour mon tioul, pour mon excursion, pour couper, pour faire un découpage, d'accord, avec mes feuilles canson, et qu'après on désire le changer, l'utiliser à des fins de nourriture, il n'y a pas de problème, on a le droit. Tant que la majorité de l'utilisation de cet ustensile, il est réservé à d'autres utilisations que la consommation que la nourriture. Et si par contre, si par contre c'est un ustensile qui est réservé à la consommation, pour la majorité, donc 51% de l'utilisation c'est pour la consommation à ce moment-là, hein, eh bien tu devras le tremper et après si tu veux l'utiliser pour des feuilles, il n'y a pas de problème. Donc on s'est arrêté là. Donc on apprend tout ça du mot qu'on la chair au baèche qui passe par le feu. Qu'est-ce qui passe par le feu? Des ustensiles réservés seulement
spécifiquement à ce sens. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui à Botaï, c'est un nouveau paragraphe, la matière des ustensiles. Quelle est la matière qui est donc tenue de subir une immersion? Quels sont les ustensiles qu'on a besoin de tremper en fonction de leur matière? Alors la Torah, elle a fait part de quoi? Quel matériau? Tous les métaux. Là. Tous les métaux, du fer, de l'or, de l'argent, du cuivre, du plomb. D'accord? On avait vu donc, la Torah elle a cité 5 métaux. D'accord? Donc on apprend de là que tout ustensile qui est fabriqué à partir de métal devrait être trempé. Déoraita, c'est l'obligation de la Torah. Vient la Gemara, vient le Talmud, viennent les sages, et ils disent attention. Regarde, ils constatent que le fer il a une propriété particulière. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends du fer et que tu le mets à haute température? Tu le mets dans une fournaise à 400 degrés. Qu'est-ce qui va se passer avec ce fer? Il va fondre. On fait ça avec de l'argent, avec de l'or, on fait fondre et après on le travaille. C'est comme ça qu'on arrive à faire toutes sortes d'œuvres d'art avec de l'argent, avec de l'or. On le fait fondre. Vous savez, à Ponovitch par exemple, eh ben, le Echal, il est recouvert d'or. C'est pas de l'or, on peut dire, massif. Tout est en or massif, c'est possible. Entre ici et Remedat, on en a aussi en or, au Beth Midrash. Simplement, c'était du ciment. D'accord? C'est une belle forme, le ciment c'est facile à travailler. Et après, une fois qu'ils ont fait la forme désirée, ils ont pris, la personne elle a dû le faire, c'était un de mes amis, il a pris, l'artiste il est venu, il a pris des tasses d'or, des plaques en or, fines comme ça, il les faisait brûler sur un petit réchaud, il est venu au Beth Midrash avec son réchaud, comme ça il pose les trucs, ça fond, d'accord, immédiatement, il faut le faire tout de suite, il prend son pinceau et hop là, il va peindre de cette manière, ça fait on dirait que c'est de l'or massif parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas qu'il y a du ciment. Mais vous avez raison, il y a certaines sculptures qui sont faites en or massif, et là, il y en a différents. Quoi qu'il en soit, quels que soient les métaux, ils ont tous une propriété commune. C'est quoi? C'est qu'à haute température, qu'est-ce qui va se passer? Il va fondre. Et alors, s'ils fondent, après, qu'est-ce qui se passe? Ça va les emporter. Non, c'est pas que ça va les emporter, c'est juste. La Torah, elle dit, regarde, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous citer les métaux, l'argent, l'or, le cuivre? On ne travaille pas dans le métaux, on n'est pas des. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas comment ça s'appelle ce métier. Hein? Des. Forgeons, on n'est pas des forgeons. Qu'est-ce que ça change pour nous? En fait, c'est qu'ils travaillent avec l'or. Là, tous les métaux. Et là-bas, il vient nous dire, tu sais, si la Torah elle a tenu à citer spécifiquement la liste de ces métaux, c'est pour nous dire qu'ils ont tous un dénominateur commun. Donc un point commun, c'est quoi? C'est qu'à haute température, le fer, en général, quel qu'il soit, va fondre. Alors viens la Gemara, elle te dit, regarde, je vais chercher une autre matière qui, elle aussi, va fondre à haute température. La Gemara, elle trouve quoi comme matière qui va fondre à haute température? La cire. Le plastique. La cire, c'est le plastique, c'est pas le verre. Le verre. Le verre en bataille, d'accord? Ça fond en température. C'est quoi en fait du verre? Dans le sable, d'accord? Il y a une matière, tu le mets à haute température, tu le fais bouillanter, et après tu peux travailler le verre comme tu veux. Il souffle comme ça, les verres font ça, et ils en font la forme désirée. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que de la même manière que le fer, si tu le mets à ébullition, à très haute température, il va fondre. Alors la Gemara dit, il en est de même. Pour le verre, quand tu m'attends, en le mettant à haute température, il va fondre. En parlant de verre, en vrai, écoutez, là-bas, il n'y a pas qu'à tomber, c'est là, allongé là-bas, comme ça. Juste là-bas, on se met le pied comme ça. Allongé, comme ça, tu ne peux pas tomber plus bas. Allongé. C'est-à-dire, ouais, en bas, mais allongé. Voilà, comme ça, elle ne peut pas tomber plus bas. Magnifique. Donc on a dit à Botaï, merci beaucoup. Donc on a dit quoi? À partir du moment où on a du verre, alors par déduction, la Gemara, les Chachamim, les sages vont apprendre qu'on est tenu de le tremper. Donc l'obligation de tremper du verre, c'est une obligation? Non. Non. C'est les Chachamim qui l'ont fait, qu'on est. C'est une déduction. Ouais, c'est bien, c'est pas ce que vous avez fait. Bravo, Mathieu. Quand la Torah elle vient, elle te prend un passouk, et qu'elle le compare, alors effectivement, d'accord? Il y a. Comme on dit tous les matins dans la tefila, d'accord, Rabbi Shmuel Omer, Shlosh Esremidot HaTorah Nidreshet. Il y a 13 déductions, manières de déduire que la conclusion, ça va être de la Torah. Même si ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, on va faire une conclusion. D'accord? Par exemple,
à Pessah, on s'apprend donc de Pessah, le fait de manger un cadeau, d'accord, on en mange 4, de matzah, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est pour ça qu'il faut manger en un certain temps, 4 minutes, il faut manger, c'est beaucoup, encore c'est une grande quantité. Le Chazanish, il le marque encore plus, il y en a qui prennent une moitié de matzah, quand tu manges en 4 minutes, tu te reloques, t'es comme ça. D'accord, c'est de Horaïta. Parce qu'il y a écrit le mot et. Et, d'accord, et la matzah, le mot et, ça veut dire les. D'accord, c'est un préfixe. Préfixe, ça? Viens, la Gemara, elle te dit, tu sais, même à Sukkot, tu as aussi écrit le mot et. D'accord? Et Sukkot, tu vois le mot et. Alors, de la même manière que la Torah elle écrit explicitement que à Pessah, tu es obligé de manger un kazaït, deoraïta, et donc tu dois faire toutes les conditions en 4 minutes et rapidement et sans parler et sans manger avec de la mayonnaise ou avec un accompagnement. Il en est de même pour le soir de Sukkot. Pourquoi? À Sukkot, il n'y a pas du tout écrit qu'on a besoin de manger. Il y a écrit le mot et. Alors, de la même manière que dans le mot et, dans le cadre de Pessah, on a appris là-bas explicitement l'obligation de manger de la matzah, d'accord, avec toutes les conditions que ça implique. Il en est de même pour Sukkot. On va aussi appliquer exactement la même obligation. Bien que ce ne soit pas écrit du tout dans Sukkot, on ne parle même pas du pain ou de manger. C'est pour ça qu'à Sukkot, très souvent les gens ils mangent, on fait les mêmes conditions qu'à Pessah. Vous saviez ça? Vous mangez comme ça ce soir à Sukkot? Vous mangez comme ça le kazaït le premier soir. Pourquoi de manger vite? Pourquoi le kazaït? Ouais, c'est une quantité sans parler. Pourquoi le premier soir? Même s'il pleut, on fait quand même kidouche sous la souka. On est à Paris, truc qui fait je sais pas combien, au mois de septembre. Et tu mets quand même sous la souka, tu manges quand même sous la souka. Pourquoi? Il fait super froid, tu devrais être pas tour. À Mitzter, ouais. À Mitzter, pas tour. Mais le premier soir, comme c'est doré, on fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de Pessah. Parce qu'il y a écrit le mot et. Ça s'appelle une xéra shara, donc c'est pour répondre à Bathsheba. Là-bas, c'est d'oraïta. C'est-à-dire que c'est des drachot, chez la Torah nimé d'Edved. On apprend la Torah par déduction. La Torah est très 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 profonde, donc on est obligé de faire la déduction. Là, c'est pas écrit dans la Torah. La Torah, elle t'a parlé de 5 métaux, c'est tout, ça s'arrête là. La Torah, elle est là. Tous les métaux, tout. Et on va parler de l'émail, parce que c'est des dérivés du métal. Alors d'accord, tout ce qui est métal, de manière directe ou indirecte, tout ce qui est mystère, tout ce qui s'y rapproche, d'accord, la ramification du métal, effectivement, on est obligé de le tremper d'oraïta, ça je l'entends. Mais le verre, c'est pas écrit, la Torah, elle aurait pu dire, prends trempe du verre, tu l'as pas dit. Donc c'est les Hachamim qui ont dit, donc c'est-à-dire que l'obligation de tremper du verre, c'est une obligation d'ordre rabbinique. D'accord? Donc c'est une mitzvah des rabbanim. Mais ben, qu'est-ce qui se passe si toi tu as un ustensile en argile, en bois, en marbre, en pierre, tu as besoin de les tremper ou pas? Non. Pourquoi non? Ça fond pas. Très bien. Donc tu as un ustensile en bois, tu vas à Ikea, tu achètes le saladier comme ça en bois. Vous connaissez celui-là? Oui. Et puis comme ça, tu as besoin de le tremper ou pas? Non. Même les khatria, tu dis non, je suis marié, c'est assuré de l'arrière. Mais ils sont pas cachés les quand t'as pas besoin de faire une chose, des fois c'est assuré. Non, mais ils font non, on peut pas parce que c'est pas. Des fois, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Si on le fait quand même, on est appelé chassid choté. C'est quoi chassid choté? Ça a été imbécile. La Torah, elle a des klalim, elle a des lois. C'est en fonction de ces lois que la Torah, elle est divine. Elle est profonde, la Torah. C'est pas quand on veut, c'est notre cœur qui nous pousse à agir telle ou telle manière. La Torah, elle a des klalim bien précis. Et dans ces klalim, Rabotai, eh bien, on comprend que, eh bien, il y a c'est seulement du verre. Vous pouvez le partir, c'est seulement du verre. Non, vous l'avez vu sinon? 5 minutes. Ah. Alors, c'est seulement du verre ou bien de du métal. C'est tout. Plus que ça, on n'aura pas besoin. Donc, même si on veut les retenir, on n'a pas le droit de les retenir pour les autres ustensiles. Alors, Qu'est-ce le plastique, on ne trompe pas. Ça fond. Le plastique, qui a dit qu'on ne trompe pas? Bah, on sait. Enfin, on va tremper des estampes. Non, on a l'habitude des trucs, on sait que le plastique, on trompe pas. Donc, il faut tremper vous dites? Ah, tout le monde est d'accord avec Tamara, Rabotai? Comme si c'est une seule fois, du coup, si on trempe, c'est rien. On trempe pas. D'accord, j'ai parlé du bois, de l'argile, parce qu'il n'a aucune propriété commune avec le verre. Avec le fer, et donc en déduction avec le verre. J'entends, c'est là, on va y arriver au plastique. Avant ça, Rabotai. Oui, attendez, juste avant ça. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Donc on l'a dit comme ça. Dites-moi, c'est quoi la question, Vital? Alors, il faut le verre, il faut le tremper quoi? Alors, le métal, tout ce qui est métal, c'est déoraité, c'est une question de la Torah. Et le verre, il faut le tremper des rabbanan, par les sages. Tous les autres ustensiles, toutes les autres matières n'ont pas du tout besoin de tremper. D'accord? À Philo, la il n'y a pas besoin. Oui? Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as un ustensile en bois, mais l'intérieur, il est fait en verre?
T'as besoin de le tremper ou pas? Bah oui. Ça dépend si c'est la majorité ou pas. Non, on peut pas le tremper entièrement. Mais si, on le trempe Des fois, ils sont imbriqués l'un dans l'autre, tu peux pas les séparer. C'est le raf qui Des fois, c'est l'intérieur, c'est une partie comme ça, des fois, c'est même une couche comme ça, c'est badigeonné comme ça, avec très très fin, d'accord? C'est en contact avec la nourriture. Alors, on a alors, besoin de C'est tremper. le raf qui l'importe. Le raf qui l'importe, donc on a besoin de tremper avec bracha. Non. Ah, moi j'aurais dit, Ça de va toutes être les pas manières, à mal, partir du moment où il y a un petit peu, j'aurais dit. Khazak, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas la fête au village, ça fait pas laquelle. Non, vous avez raison là dans ce cas-là peut-être, mais c'est pas comme ça, c'est pas dès qu'on a un doute, non, en fait, il faut. Chaque chose, c'est pas le peuple qui va fixer sa fête de laquelle, c'est les rabbinim, vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne connaissent pas, ils disent bon, je connais pas là, on s'approche de tout Bishvat. On va avoir des fruits comme ça à table, on sait même pas c'est quoi, c'est des trucs qui viennent du Congo, l'autre qui vient du Honolulu, c'est un truc, juste de dire le mot, d'accord, tu vas. Faut dire à tes souhaits, parce que c'est-à-dire c'est compliqué des fois, tu sais même pas c'est quoi comme fruit. Alors là, tu dis bon c'est bon, ça fait bracha de laquelle, je fais pas de bracha, non, je mange et puis je fais pas de bracha. Non, cassez d'abord. Il y a de la roche, c'est très précis, c'est grave, l'un des brachas qui est très grave. Je regarde peut-être ce qu'on disait. À partir du moment où l'extérieur il est en fer, l'extérieur est en argile ou en bois, donc une matière qui quitte de l'immersion. Et la paroi interne avec laquelle l'aliment rentre en contact, il est recouvert de fer ou de verre. Alors dans ce cas-là, Rabotai, selon Maran, il faudra le tremper avec bracha. Je répète, à partir du moment où l'extérieur est fait en fer, en bois ou en argile, et que l'intérieur est fait en fer ou en verre, et que l'intérieur donc est en contact nécessairement avec l'aliment. Donc c'est ça ce qui va fixer, n'est-ce pas? Alors vient Maran à Shulchan Aruch, il te dit comme ce qui rentre en contact avec l'aliment, c'est la matière qui est tenue, que la Torah t'a obligé à tremper, alors à ce moment-là, tu tremperas avec bracha. Parce qu'une fois de plus, c'est l'intérieur qui va fixer, nous dit le Shulchan Aruch, Maran, c'est l'intérieur qui va fixer le statut de l'ustensile dans son entité. C'est-à-dire que le Rava, pour les Ashkenazim, il va dire non. Il dit, regarde, ça racole, l'intérieur il est en verre, c'est bien beau, mais l'extérieur, il est en bois. Le bois, t'as pas besoin de tremper. Et des fois, l'extérieur, il est majoritaire. Les illustrations, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça ou bien pour embellir un ustensile, donc pour des raisons esthétiques, ou bien parce que ça coûte moins cher. Le bois, ça coûte pas cher. L'intérieur, c'est de l'or, c'est de l'argent. Ils te mettent une couche minuscule. Et dans ce cas-là, de la même manière que dans les brachot, on dit quoi? Ikar et tafel. C'est quoi Ikar et tafel? Tu vas manger du riz, et il y a dedans, dans ce riz, il y a quelques petits pois. D'accord? Et tu manges toi maintenant le riz avec le petit pois. Tu fais quoi comme bracha dessus? Ah voilà. S'il y a des petits pois et des trucs en quantité égale, ou en tout cas en quantité importante, ils sont séparés, alors tu fais des brachot, mais zonot et dama. Mais si les petits pois sont à l'intérieur du riz, qu'est-ce qui se passe? Hein? Parce que c'est Ikar et la majorité, c'est elle qui emporte, celle qui donne le statut général. Alors vient le Rava et te dit, regarde, t'as un ustensile en bois. 90% de l'ustensile, c'est du bois. Là, tu as une couche très fine d'argent, d'or ou même de verre. Dans ce cas-là, on fait Ikar et tafel. Donc tu le trempes quand même, parce que qu'est-ce qui rentre en contact avec l'aliment? C'est la partie interne. D'accord? Et donc là, elle est tenue de le tremper. C'est une matière, la Torah t'a obligé de le tremper. Mais finalement, comme la majorité, c'est une matière qu'on n'a pas besoin de tremper, alors tu le trempes sans bracha. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on va dire, pour les Ashkenazim, qu'il ne faudra pas le tremper. Ou bien, quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière, au dimanche, tu le trempes avec un autre ustensile que tu as besoin de tremper. Tu as besoin de tremper, je sais pas moi, une fourchette, eh bien, fais la bracha sur la fourchette et rends quitte ce plat. Là, c'était quoi, Jésus? J'ai pas compris, pour les saladiers, on trempe avec bracha ou sans bracha? Avec bracha, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est l'intérieur qui touche la ligne. Razak, c'est. Ok, mais pour les Ashkenazim, on trempe sans bracha. On trempe sans bracha, pourquoi? Parce que en général, l'extérieur est majoritaire. Razak, Kikar, bravo. Vous avez parfaitement compris, votre amour. C'est une question. Vous n'avez pas compris, vous avez parfaitement compris. Ah oui. Vous avez commencé la question parce que j'ai pas compris. En général, je le connais très bien, bon, après. Oui, Tamar. Et si pour les Ashkenazim, si c'est pas un Europe, ça va? C'est pas le rov l'homme chané. À partir du moment où il n'est pas totalement construit d'une matière qu'on est tenu de tremper, il faut le tremper sans bracha. C'est quand on ne trempe pas? Trempe pas quand c'est en argile, en bois, Non, et qu'il y a du bois. verre, je parle. Comment? Et qu'il y a du verre. Ah, Il n'y a pas d'eau, on trempe pas. non, en verre, on a toujours besoin de le tremper. On trempe, mais sans bracha. Pour les Ashkenazim. Ouais. Dans quel cas? Dans le cas où il est constitué de deux matériaux. Exact.
Alors pour les Ashkenazim, on trempe sans bracha, et pour les Sfaradim, on trempe avec bracha. C'est clair, Botaï? Ouais. Là maintenant, ce que je viens de vous dire là, avec la parole extérieure, interne et externe, c'est dans le Shulchan Aruch, chapitre 120, paragraphe 1. Toutes les lois de Tvilat Kelim, d'une version du Sanskrit, c'est dans le chapitre 120. En hébreu, c'est chapitre Kouf Kaf. Chapitre 120, paragraphe 1, on a besoin de tromper. On vient de dire à Botaï que les Chachamim ont déduit par le procédé donc de la fonte du fer qu'il en est de même pour le verre. Donc le verre, tu devras le tremper par déduction des Chachamim. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Asher Kedeshanu Mimizota Betzivanu, Ad Tvilat Kelim. Il faut faire la bracha ou pas? Oui, je crois. Ah non, Je justement. viens de dire que oui. Attends, il y a un truc. Mais la bracha, tu le fais, mais Asher Kedeshanu, dire quoi? Non, on Parce dit que pas. Baruch Ata Hashem, soit tu bénis à Hashem, Asher Elokeinu Melech Haolam, d'accord? On dit Le pas roi du monde. Ah, Voilà, Asher Kedeshanu, Bemizota, Betzivanu, qui nous a ordonné de tremper un ustensile. Est-ce que c'est Hashem qui t'a ordonné de tremper cet ustensile en verre ou pas? Mais non, mais les rabbins. T'as pas écrit dans la Torah. Les rabbins, c'est ça. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas du sheker? Est-ce qu'il n'y a pas du mensonge en disant que c'est Hashem qui nous a ordonné? Alors c'est vrai, les Chachamim, ils ont la force d'instaurer des nouveaux décrets et il faut les écouter. Ben je suis babaï, parfait, je le fais, je comprends parfaitement. On a dit, les filines par exemple, c'est écrit, la Torah écrit une phrase et il y a des milliers d'alachot. C'est les Chachamim qui l'apprennent par déduction. Ah, je l'entends parfaitement. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant tu viens et que tu trempes cet ustensile en disant Asher qui déchire nous, c'est pas Hashem qui nous a obligés à le tremper, c'est les Chachamim. Effectivement, par déduction, par logique, on les écoute. J'ai pas de problème à les écouter, mais pourquoi tu me fais une bracha là, Asher qui déchire nous? Si tu dis Asher qui déchire, a priori c'est un mensonge, pourquoi Tamar c'est un mensonge? Tamar, pourquoi c'est un mensonge? Quoi? Faites comme les Romains là. Ah non. Non, c'est bien, c'est bien. Ce route de Jules César, on protège. Alors, c'est quoi donc? Pourquoi on dit Asher qui déchire nous? Est-ce que Bichal on peut le dire en fait? Je vous pose une question par affirmative, mais je suis pas sûr. Asher qui déchire nous, c'est Hashem qui nous a ordonné de le tremper? Oui. Quoi oui? Non, le verre. Le verre? Non, c'est pas ça. d'écouter la Oui, alors donc je comprends. Je dois tremper le verre, je l'entends, j'écoute ce que disent la Chachamim. Parfait. Mais finalement, la bracha, elle veut rien dire, ta bracha. Ah, on fait ça comme C'est pas d'après le rang, là, par contre. Hein? Alors on fait sur du Non, non, je vous pose la question. Mais j'étais pas les arts vite quand on vient de Rome. Après, c'est pas jusqu'au bout. Et pourquoi on ne peut pas dire Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Ad Tvilat Kelim? Ça, vous avez sorti de quel manche là, la bracha? C'est genre les manches que vous portez. Ah, c'est deux parties ça. Alors, effectivement, en Bretagne, des fois on trouve des. Mais t'as dit quoi comme différence? On n'a pas dit Sans dire à chaque des shadows.